Est-ce que t'aimes bien les empanadas? C'est bon les empanadas. Patrick Sébastien et Bigard invités sur Entre nos lèvres. Oh bah. Bah parce qu'il m'a dit je vais te faire le retour parce que je trouve pas ça pratique. Mais quoi? Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, le podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot et depuis 2018, dans un coin de notre salon, on accueille des inconnus et on enregistre leurs témoignages. Grâce à eux, et après avoir compris qu'il existait de nombreux tracas quotidiens pour lesquels il n'y avait toujours aucune solution saine et efficace, on a décidé de les inventer. Du coup, Entre nos lèvres, c'est aussi maintenant une marque de soins qui vous aide au-delà des écouteurs et accompagne votre sexualité, mais pas que. Et pour ce nouvel épisode, on accueille aujourd'hui une nouvelle invitée, Malou. Malou a 29 ans et avec elle, nous avons discuté des pommeaux de douche et des vidéoclubs, de harcèlement scolaire, des talons aiguilles pour faire les courses, de ghosting et de love bombing, mais aussi de célibat et de romantisme. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? Je pense qu'être une femme est à la source de plein de mes combats, de plein des traits de ma personnalité, évidemment. Si j'étais pas une femme, je ne saurais pas ce qu'est le sexisme. Je ne saurais pas ce que ça représente réellement. Et donc c'est notamment pour ça que je suis fière d'être une femme, de faire partie de la population qui est discriminée pour son genre, et donc fière de faire partie de tous ces magnifiques combats. Et en même temps, pourquoi je le déteste à la fois, c'est parce que, concrètement, dans la société dans laquelle on vit, c'est nul à chier d'être une femme. Il y a aucun avantage aujourd'hui à être une femme. Avoir ses règles, c'est chiant. Avoir un cycle hormonal qui part dans tous les sens, c'est chiant. La charge mentale, c'est chiant. Toutes ces choses qui font qu'on est une femme, mais qui sont banalisées, avec lesquelles on doit vivre sans broncher. Il n'y a rien d'autre mot que c'est chiant, quoi. Et pour toi, qu'est-ce que c'est être féminine ? Ma vision de la féminité a évolué avec les années. Plus jeune, j'étais dans l'hyperféminité, dans le besoin justement d'être dans ce qu'on appelle être féminine, c'est-à-dire se maquiller, être vraiment à fond dans l'apparence. Paraître toujours élégante, sexy, belle et plaire aux hommes, etc. Et donc, quand j'avais genre 16-17 ans, j'étais en talons aiguilles tous les jours pour aller en cours, pour aller faire mes courses. Je ne sortais pas de chez moi à plat, ça n'arrivait pas. J'étais toujours ultra maquillée, j'avais toujours des décolletés gigantesques. Et je me rends compte maintenant que j'ai vieilli, donc plus de 10 ans après, que je le faisais pas parce que j'aimais ça profondément, mais je le faisais parce que c'était une manière pour moi d'être acceptée en tant que femme, et plus précisément en tant que femme grosse. Aujourd'hui, il y a certaines choses que j'ai gardées. J'adore les vêtements sexy, j'adore le make-up, j'adore l'expression de sa féminité qui est, en tout cas, décrite comme telle. Mais j'ai appris à l'aimer vraiment pour moi et plus pour les autres. Aujourd'hui, du coup, ma vision de la féminité, c'est quelqu'un qui est fière de qui elle est et qui décide de manière volontaire et consciente d'assumer qui elle est vraiment. Elle est autant féminine si elle a des fossiles ou si elle porte des baguilles et des baskets et qu'elle se maquille pas, qu'elle a les cheveux rasés. La féminité, pour moi, maintenant, c'est de soi à soi et c'est plus de soi aux autres. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient contents d'avoir une petite fille ? Je pense que oui. Je pense pas qu'ils ont décidé d'avoir un enfant en se disant on veut que ça soit un garçon ou on veut que ça soit une fille. Je sais qu'ils avaient envie d'avoir les deux, ce qu'ils ont eu, puisque j'ai un petit frère. Mais dans quel ordre absolument avoir une fille ou pas, ou un garçon ou pas, c'était pas important. Et c'est quoi les idées avec lesquelles t'as grandi, toi, sur les petits garçons et les petites filles, et les femmes et les hommes, et les différences qu'il y avait entre eux, ou ce qui les rassemblait ? En fait, j'ai l'impression que ma vision est biaisée parce que quand je pense à mon enfance, je pense uniquement au harcèlement scolaire que j'ai vécu. Et je saurais même pas dire si j'avais conscience à ce moment-là des différences entre les garçons et les filles, parce que j'étais uniquement réduite à mon corps et au fait que je sois grosse. Je pense pas que j'étais vraiment considérée comme une petite fille uniquement, j'étais juste considérée comme une grosse. Mais par contre, oui, j'ai été en tout cas éduquée dans une génération dans laquelle c'était les clichés du rose et du bleu, des poupées Barbie et de l'autre côté les petites voitures. Moi, ce qui me dérange le plus en vieillissant, c'est de me rendre compte à quel point, quand on était enfant, c'était les petites filles doivent être sages, calmes, et les petits garçons, c'est être ambitieux, dynamique, fort, combattant. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange vraiment très très fort parce que je me rends compte que j'ai été cette petite fille très sage, très calme, pas problématique, je respectais, j'étais hyper facile à vivre, mais est-ce que je l'étais parce que c'était qui j'étais vraiment, ou est-ce que je l'étais parce que c'est comme ça qu'il fallait que je sois pour avoir le droit d'exister ?
Ça a commencé à quel âge à peu près le harcèlement? J'avais 5 ans. 5 ans? Ouais. J'étais en première primaire. Ah oui, t'es belge. Oui, donc j'étais en CP. Précisons-le pour les auditrices et auditeurs. Il y a des petits mots qui sortent, 90, 70, vous savez. Je pense que c'était pas du harcèlement avant ça, quand j'étais en maternelle, mais je me souviens quand même déjà de sentir un traitement un peu différent par rapport à la petite fille que j'étais. Mais vraiment, ça a commencé en CP, ouais. En tout cas, durant toute l'école primaire, donc chez nous, c'est 6 ans, donc pour vous, c'est du CP à la 6e, en gros. C'était un rejet total de ma personne. J'avais pas le droit de jouer avec eux. C'était des moqueries, des insultes, des jeux de mots sur mon prénom. Donc je m'appelle Malou, donc c'était tous les mots qui se finissent en ou avec lesquels ils pouvaient se moquer de moi. Et le principal, c'était vraiment me dire qu'on ne veut pas jouer avec moi à la récré. Ça et dans les cours de sport. J'étais toujours la dernière choisie. On me disait ah non, je veux pas aller dans mon équipe, elle sait pas courir. Mais le pire, c'est que le prof de sport, en tout cas le mien, il validait tout ça. Il contribuait aussi au harcèlement que je subissais parce qu'il en a jamais remis un seul à sa place. Il m'a jamais nommé, par exemple, capitaine pour moi choisir les gens, etc. Jamais. Et je m'en suis rendu compte d'à quel point lui-même, j'avais encore de la rancœur envers mon prof de primaire quand même. Il y a quelques semaines avec ma psy, parce qu'on revenait là-dessus, on a fait une séance d'hypnose et en fait, ce qui est ressorti de là, c'était mon ancien prof de gym de quand j'avais 5 ans, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants qui subissaient ce rejet aussi, pour d'autres raisons ou pour la même raison, où t'avais l'impression qu'il n'y avait que toi, ou alors même des années après, t'avais le sentiment qu'il y avait que toi, mais peut-être qu'il y en avait d'autres et t'arrives plus à le voir? J'étais l'enfant principal qui subissait du harcèlement. Par contre, il y en a d'autres qui ont subi, pas de manière plus légère, parce qu'il n'y a pas d'échelle de la violence, mais c'était moins fort. Et souvent, c'était les nouveaux et les nouvelles qui étaient rejetés du groupe. Je me souviens que dès le CP, il y a une nouvelle qui est arrivée à l'école, et directement, elle s'est fait rejeter par tout le monde, railler, moquer. Et elle était dans un coin de la cour de récré occupée de pleurer. Et moi, je suis allée vers elle et je lui ai demandé « Est-ce que tu veux être ma meilleure copine ?» Ça a participé à une certaine tolérance que j'ai aujourd'hui et à un amour pour la diversité et la différence, parce que je me reconnaissais beaucoup en toutes ces personnes qui étaient rejetées par leur différence. Et en fait, toutes mes primaires, j'étais copine avec les nouveaux et les nouvelles. Quand tu dis toutes tes primaires, est-ce que tu as changé beaucoup d'écoles ou c'est toutes les classes? Non, toutes les classes de primaire, ouais. Est-ce que c'est quelque chose que t'as pu verbaliser à un moment à tes parents, tu vois, à 5 ans quand tu te retrouves toute seule et que t'as pas d'amis? Est-ce que c'est quelque chose que t'arrives à te dire à tes parents, genre à l'école ça va pas? Parce que souvent les enfants ils ont du mal à le dire. Ou même à tes maîtres et maîtresses, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu le voir, qui a pu essayer d'intervenir, ou alors les gens l'ont vu mais ils ne sont pas intervenus? Je le gardais beaucoup pour moi, mais j'ai réussi à en parler ou pas forcément mettre des mots dessus, mais parce qu'en plus à l'époque on parlait pas du tout de harcèlement, c'était je me fais embêter par mes copains de classe, quoi. Mais par contre, il y avait la surveillante des cours de récré qui, elle, me prenait un petit peu sous son aile. Moi, je pleurais à toutes les récrés, j'étais beaucoup seule en pleurs dans un coin, et en fait, elle jouait le rôle de copine. On aimait bien les vaches à l'époque, je me rappelle, et elle me ramenait, je sais pas, une tasse avec une vache, elle me ramenait des petits cadeaux. Moi aussi, je lui en faisais, donc à ce moment-là, je pense qu'elle a été d'un vrai soutien émotionnel et moral. Et puis, je saurais pas dire quoi exactement ni quand. Je sais que ma mère a essayé de faire quelque chose auprès de l'école, ça n'a rien donné, mais je pense que j'en ai jamais parlé, mais qu'elle s'en est rendue compte, parce que je passe beaucoup de mes émotions par les pleurs, et donc je pleurais beaucoup, et elle savait ce qui se passait plus ou moins. Elle l'a pas tout su, et elle l'a su une fois que j'étais adulte et que j'étais capable de mettre des mots dessus, parce que j'ai voulu protéger mes parents au maximum en gardant la majorité de ce que je subissais pour moi. Mais les gens savaient, la majorité n'agissait pas. Même s'en foutait, je crois. T'as parlé de ta mère, c'était quelqu'un avec qui tu pouvais facilement parler? Oui, mais je le faisais pas parce que moi, j'en étais pas capable. Donc je pense que c'était une maman qui pouvait écouter, qui avait envie d'être là pour sa fille. Mais moi, j'ai toujours protégé ma mère et j'ai passé ma vie à la protéger sans qu'elle me le demande, mais juste parce que c'était naturel dans notre dynamique, notamment au moment de la séparation de mes parents, le divorce, etc. Inconsciemment, j'ai voulu échanger un petit peu les rôles et me dire que j'allais la protéger de ce que je ressentais moi parce qu'elle avait déjà ses souffrances à elle et que si je lui rajoutais les miennes, ça serait trop. Et ton papa, il avait quel rôle là-dedans? Mon père a été très absent. Aujourd'hui, je vois plus mon père. Pendant mon enfance, j'ai évidemment des souvenirs avec lui, mais c'est des souvenirs très légers. C'est pas un papa qui était très investi dans la vie de ses enfants, il était plus là pour faire le clown, pour nous faire rire. Mais quand je pense à mon enfance avec une figure parentale, c'est clairement ma mère. Donc pour moi, ma famille, c'est ma mère et mon petit frère. On est vraiment le noyau dur de ma famille.
Et je pense du coup que les rôles étaient un petit peu floutés, à la fois chez ma mère et à la fois chez moi. Parce que moi, en tant que grande sœur, j'ai aussi eu un rôle un peu maternel envers mon petit frère pour le protéger lui, protéger ma mère en essayant de remplacer son mari. C'est aujourd'hui, maintenant que j'ai 28 ans, qu'on essaye de rééquilibrer un petit peu tout ça à travers de la thérapie, du développement personnel et essayer de comprendre son parcours, son histoire pour essayer de rééquilibrer ses rôles dans la famille, ouais. Et est-ce que la sexualité, c'était un sujet que tu pouvais aborder avec ta mère ou pas du tout? On n'en a pas parlé quand j'étais enfant du tout, mais plus tard, vers l'adolescence, quand j'ai eu ma première fois et que j'ai voulu lui en parler, elle m'a rappelé il y a pas longtemps qu'elle m'a parlé de consentement à ce moment-là. J'avais aucun souvenir de ça. Moi, dans ma tête, j'avais grandi dans une société où le consentement, j'ai l'impression qu'on en parle depuis 5 ans et qu'avant ça, on n'abordait même pas le sujet, que c'était, on parlait encore de devoir matrimonial et allez, fais un effort parce que t'as roulé une pelle à ce gars, donc il faut bien que t'ailles jusqu'au bout. C'est évidemment pas une discussion facile pour elle parce que parler de sexualité avec ses enfants, je pense que quand t'as pas été éduqué là-dedans, en tout cas, faut prendre sur toi et essayer de casser tes propres barrières. Mais je sais que c'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout, qui était vraiment à l'écoute à ce niveau-là. Mais enfant, on n'a jamais parlé de sexualité. Est-ce que tu te souviens de l'âge où t'as découvert ce que c'était que la sexualité? Je pense que j'avais 8-9 ans. J'ai découvert la masturbation à ce moment-là, par hasard. J'étais dans mon bain et le pommeau de douche a ripé sur ce qu'aujourd'hui je sais être le clitoris. À l'époque, je ne savais pas. Et j'ai kiffé la sensation. Et à partir de ce moment-là, mes douches n'étaient plus pareilles. Mais j'avais aucune conscience que c'était du plaisir sexuel, que c'était lié à la sexualité, que c'était un moment intime, etc. J'avais aucune conscience de ça. Ça a duré quelques mois, je pense, à mon avis, sans me rendre compte. Et puis, je me souviens d'imaginer des scènes sexuelles assez rapidement, ouais. Et du coup, est-ce que tu sais à quel moment t'as vraiment appris ce que c'était la sexualité ou tu t'es rendu compte que ce que tu faisais, ça faisait partie de la sexualité? À quel moment t'as mis une conscience dessus? J'étais très jeune parce qu'en fait, mon père avait un vidéoclub. Et à l'époque, il y avait une zone du vidéoclub qui était uniquement faite de cassettes porno. Et chez nous, c'était dans une petite pièce et il n'y avait pas de porte, c'était des portes de western comme ça, tu vois, les portes battantes. Et donc, il y a de l'espace en haut et en bas. Je savais que c'était la zone dans laquelle je pouvais pas y aller. Et il y a un jour où on attendait dans le magasin que mes parents descendent pour sortir, enfin, je sais pas quoi, on était là avec ma cousine qui a 2 ans de plus que moi et mon petit frère qui a 2 ans de moins. Et mon petit frère, du coup, passe en dessous de la porte et avec ma cousine, on fait « Oh, t'as pas le droit !» Donc on a dû aller le rechercher. Et je me souviens qu'on a essayé de cacher nos yeux pour aller le rechercher parce qu'on pouvait pas, mais que j'ai caché mes yeux en ouvrant un petit peu les doigts, tu sais, pour voir entre deux. J'ai vu à ce moment-là tout ce qu'on peut voir sur une pochette porno, quoi. J'ai vu des fluides, j'ai vu des gens nus et des bites. J'en ai vu. Et donc je pense que je savais pas vraiment ce que c'était, mais que je comprenais pourquoi ça m'était interdit, je crois. Il y a eu à ce moment-là un premier réveil. Genre, oula, ils font quoi ces monsieur et ces madame? Est-ce que tu te rappelles ce que t'as ressenti? Est-ce que ça t'a intéressé, dégoûté, ou tu t'es dit non, c'est pas pour moi, c'est pour plus tard? Genre, t'étais très curieuse ou pas du tout? Ça m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu beaucoup de curiosité sur la sexualité au sens large, ouais. Est-ce que tu pouvais en parler à des gens autour de toi? Est-ce qu'il y avait des personnes avec qui tu pouvais avoir des discussions sur la sexualité? Ou alors, si tu te posais des questions, tu savais que peut-être tu pouvais être libre d'avoir un échange avec eux? Je pense que j'ai pas tout de suite ressenti le besoin d'en parler. Parce que, en étant curieuse, j'ai toujours été quelqu'un qui aime trouver les réponses par soi-même. Et sinon, j'ai commencé assez tôt à avoir, quand j'étais du coup au collège, à avoir des copines qui, elles, en même temps que moi, avaient leurs premières expériences, même si c'est pas du sexe à proprement parler, mais le premier bisou, la première fois où tu flirtes, où t'as des préliminaires, etc. On parlait beaucoup de ça, parce que c'est un âge auquel, quand t'es une jeune fille hétéro, t'aimes bien parler de mecs, quoi. Du coup, arrivé au collège, t'as commencé à avoir des copines. L'été, juste avant d'arriver au collège, j'ai fait une crise de trouble du comportement alimentaire. C'est pas l'anorexie mentale dans le sens où je ne voulais pas maigrir, donc mon but n'était pas de m'amaigrir. J'étais incapable de déglutir. Donc mon corps a somatisé à ce moment-là un trop-plein d'émotions après des années de violence, notamment de harcèlement, etc. J'ai été suivie du coup par une psychologue qui a réussi à me sauver la vie littéralement parce que j'ai fondu. Évidemment, j'arrivais plus à avaler, donc j'arrivais plus à m'alimenter. J'allais jusqu'à cracher ma salive dans des mouchoirs tellement j'arrivais pas à avaler ce que j'avais en bouche. Et donc ça a duré, je pense, 6 mois vraiment intensément. Évidemment que c'est atroce à vivre, mais par contre, ça m'a permis, entre guillemets, d'arriver au collège en étant une jeune fille comme les autres parce que j'étais devenue mince.
Oh, le harcèlement et tout ça s'arrête au moment où tu rentres dans la norme. Ouais. Et il a recommencé dès que j'ai repris du poids plus tard. Ce problème de déglutition, au bout de 6 mois, t'as réussi à le régler avec ta psy ? Ouais, j'ai été suivie par une pédopsychiatre qui m'a prise en urgence. Là, par exemple, on parlait de la place de ma mère. Ma mère a été très, très, très présente à ce moment-là, très impliquée. Une fois par semaine, elle me prenait toute une après-midi, on allait chez la pédopsychiatre qui était à 1 heure de route de chez moi. Elle faisait les séances qu'il fallait quand il fallait. Elle était très présente. Elle m'accordait toujours mon après-midi. Il fallait pas que je retourne à l'école après. On allait faire du shopping. Bref, elle était vraiment là parce qu'elle était vraiment inquiète pour la santé de sa fille. J'ai réussi à régler ce problème-là parce que je somatise beaucoup et que c'était clairement ça. Donc, une fois que j'ai réglé, ou en tout cas que j'ai commencé à régler le psyché, le physique a suivi. Tout était mêlé, mais les 2 principales blessures à ce moment-là, c'était le harcèlement scolaire et le divorce de mes parents, ouais. Je pense que j'ai perdu 15 kilos en 2 mois. Pour un enfant de 11 ans, c'est beaucoup, quoi. D'ailleurs, pour un adulte aussi, c'est beaucoup. À ne pas reproduire, mais pour un enfant, ouais. Ta mère, elle était inquiète pour toi à ce moment-là ? Ah oui, complètement. Pour elle, c'était pas une réussite que je perde du poids à ce moment-là. Et les gens autour de toi ? Pour eux non plus, c'était pas une réussite ? Personne t'a encouragé là-dedans ? En fait, c'était une inquiétude pour les gens autour de moi parce qu'ils savaient pourquoi je perdais du poids. Ils voyaient que je m'alimentais pas à part avec des boissons énergétiques qu'on donne aux personnes âgées qui savent plus s'alimenter. C'était mes seuls repas pendant 6 mois ou presque. Par contre, une fois que j'ai perdu du poids, là, j'ai reçu que des compliments. Une fois que cette période était passée et que j'allais bien, mais que j'étais restée mince, là, c'était « Oh, t'es tellement mieux qu'avant, et t'as vu, et oh, t'es belle, et ouais. » Les gens te félicitaient d'avoir maigri alors que t'avais 10 ans ? Moi, j'ai fait mon premier régime à 8 ans. Et je suis partie chez le diététicien, c'était horrible. Ma mère, elle m'emmenait parce qu'en fait, on en a parlé après des années, mais elle m'a dit qu'à l'époque, on parlait pas de justement tout ça, la toxicité des régimes et compagnie. Et moi, j'avais toujours peur de la visite médicale. C'était ma phobie tous les ans. C'était atroce parce que je savais que j'allais subir des remarques et on allait me réduire à mon poids et à mon IMC, cet enfer d'IMC. On disait à ma mère, si votre fille ne maigrit pas, elle va mourir. Évidemment qu'en tant que parent, il y a 20 ans, tu te dis, je vais tout faire pour faire maigrir ma fille. C'est atroce. Et donc, en fait, à ce moment-là, elle a fait avec les outils qu'elle avait, elle a fait comme elle pouvait, avec l'éducation qu'on avait à l'époque autour de ça, c'est-à-dire très peu. Et donc, elle m'a emmenée chez un diététicien qui a voulu tout couper. J'avais droit à du pain brun le matin avec de la confiture 0%. J'avais pas le droit d'avoir les chocolats à 16h comme tous les autres, c'était une banane et une pomme. Et donc, en fait, dis ça à un enfant qui, en plus, vit du harcèlement. Il y a sans doute une partie de moi à ce moment-là qui avait de l'alimentation affective et émotionnelle. Et je me rappelle que je devais noter chaque jour, chaque chose que je mangeais dans un carnet, à 8 ans. Mais aucun régime n'est efficace sur le long terme. Régime, c'est à bannir, clairement. Je pense que ça fait seulement 4 ans que j'ai découvert l'alimentation intuitive. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. L'alimentation intuitive, en gros, c'est manger quand t'as faim et manger ce que ton corps demande. Tant que c'est plus ou moins équilibré, ça devrait juste être comme ça. Mais encore aujourd'hui, j'ai des rechutes. J'ai des moments où je culpabilise. J'ai des moments où je recommence à calculer, où je me dis « Ah, si j'ai fait ça, machin, dommage, je dois faire attention ». Dans ma vie quotidienne, vu que je suis beaucoup seule, j'arrive à le faire, en tout cas, je vais dire 80% du temps. Et sinon, si je suis avec quelqu'un, par exemple, c'est vrai que ça dépend avec qui. Chez ma mère, je commence à réussir à le faire, et encore. Je sais qu'à telle heure on va manger, il faut qu'à telle heure je mange, que j'ai faim ou pas. C'est quand même absurde quand on réfléchit qu'on a décidé qu'on devait avoir faim à 8h, midi, 16h, 20h. Est-ce que vraiment le corps est réglé comme ça ? Je suis pas certaine. Toi, à cette époque-là, t'as envie d'être mince ou c'est pas un truc auquel tu penses trop et comme tu disais, c'était plutôt ton corps qui somatisait quelque chose ? J'ai eu envie d'être mince tous les jours de ma vie pendant 25 ans, je crois. Donc quand j'étais petite, c'était déjà le cas au point où, tu sais, quand il y a un truc qui fait que tu peux faire un vœu, un cil qui tombe sur ta joue, une heure miroir, à chaque fois mon vœu, c'était « je veux me réveiller mince demain ». Je regardais mon ventre et je m'imaginais le couper. Donc vraiment, je subissais tellement la grossophobie et tellement le harcèlement lié à la grossophobie que mon rêve ultime, c'était d'être mince. J'avais l'impression que je ne serais jamais heureuse si j'étais pas mince. À l'époque, et toujours aujourd'hui, il y a très peu de représentation de femmes grosses à la télé, dans les films, dans les séries, etc. Et encore moins de représentation de femmes grosses, heureuses, avec des super boulots, avec une super vie de famille, accomplies, avec des super mecs ou des super meufs, peu importe. Est-ce que t'arrivais quand même à te dire que c'était des choses qui t'attendaient, c'est des choses auxquelles tu pensais, que tu fantasmais, etc. Ou est-ce que tu te disais que toutes ces choses-là, de toute façon, elles n'étaient pas pour toi ? Ah, clairement, je m'identifiais pas du tout aux filles que je voyais dans les films. Et j'essayais, j'ai toujours été quelqu'un de très... un peu idéaliste. Je suis amoureuse de l'amour, vraiment. J'adore le romantisme et tout.
Donc je pense que j'en avais très envie, mais que je me laissais pas le droit d'imaginer que j'y aurais droit un jour. J'ai mis longtemps avant de réussir à me dire que, ah ouais, il y a des hommes qui me trouvent jolie, rien que ça. Et c'est clairement un manque de représentation. Par contre, à contrario, je me souviens déjà à 7 ans me dire, un jour, tous ces gens qui me harcèlent, donc tous ces méchants camarades, ils payeront pour me voir. Un jour, je vais briller tellement fort qu'ils pourront plus me voir, et c'est eux qui vont payer pour ça. Et payer dans le sens littéral du terme, hein. C'était tu vas payer un billet pour me voir sur scène, ou je sais pas, ou à la télé, ou j'en sais rien, mais c'était tu vas payer pour me voir maintenant. Le sexe, est-ce que c'était une chose à laquelle tu pensais ? Oui, comme dans les films en fait. Ce moment où quand tu vois un garçon et une fille se faire le premier bisou, et où tout devient flou autour, il y a des pétales roses qui tournent autour d'eux. C'était, je pense, mes premiers émois à ce que pouvait être un début de sexualité. Et j'ai toujours été hyper intriguée par les scènes de sexe dans le film. D'abord par incompréhension, puis ensuite par curiosité, par mystère, etc. Et puis après parce que je pense que vraiment il y a une excitation en fait qui naissait tout simplement en moi. J'ai le sentiment que le sexe est arrivé très vite dans mes... pas centres d'intérêt, c'est bizarre dit comme ça, mais en tout cas d'intérêt psychologique, on va dire. Dans le positif comme dans le négatif. C'est qu'il y a un moment où j'ai ramené ma valeur personnelle à le fait que je sois désirée par un homme. J'avais le droit d'exister uniquement parce que je séduisais des hommes et parce que je pouvais coucher avec des hommes, quoi. Et c'était quoi pour toi faire l'amour à l'époque ? Pour moi, faire l'amour, ça serait la plus belle chose au monde. C'était ce pourquoi il fallait que je me garde avec la bonne personne. J'avais vraiment ces idées-là qu'aujourd'hui je combats presque, hein, clairement, parce que l'idée que ton premier homme doit être ton dernier, absolument pas. Si ça l'est, tant mieux pour toi. Sinon, c'est très bien aussi. Mais j'avais une idée très romantique de faire l'amour, très de corps qui s'unissent, vraiment dans les clichés, quoi. Et c'est ce que tu fantasmais pour ta première fois ? Ah, moi, je fantasmais les bougies, les pétales, la musique romantique. Alors, spoiler alert, ça se passe vraiment rarement comme ça la première fois. C'est éclaté, ça fait mal, c'est horrible. Ça s'est passé comment, du coup, ta première fois ? Alors, ma première fois, c'était avec mon premier vrai amoureux. Donc ça, je suis contente de la personne avec qui ça s'est passé. J'avais 15 ans, il en avait 17. On se connaissait depuis 3 ans, on était meilleurs amis. Lui, ça faisait 3 ans qu'il était fou amoureux de moi. Et puis un jour, j'ai compris qu'en fait, c'était pas que mon meilleur ami, c'était aussi mon amoureux. Ma première fois, c'est venu très naturellement avec lui parce que j'étais très à l'aise avec la personne qu'il était. Par contre, c'était très douloureux. J'avais l'impression qu'on me brûlait de l'intérieur. Et en même temps, je me souviens que j'adorais le fait de l'avoir fait. Pas par pression sociale, mais parce que moi, j'étais contente d'avoir passé ce cap-là dont je rêvais. Par contre, vraiment pas romantique, quoi. Je me souviens qu'on était dans sa chambre chez lui, et quand on a terminé, on se rhabille, et 2 minutes après, il ouvre la porte de sa chambre et il dit « Papa, c'est quoi les résultats du tennis ?» Enfin, vraiment. Oh, le boulet. Alors lui, c'était pas sa première fois, et du coup, vraiment, je l'ai regardé, j'étais genre « Tu viens vraiment de gâcher ma première fois, en fait. » C'est nul. Est-ce que ça a changé l'image ou la perception que tu avais de toi-même ? Est-ce que ça t'a donné confiance en toi, par exemple, ou est-ce que ça n'a rien changé du tout ? Ça m'a donné confiance en moi parce que ça voulait dire que j'étais désirée. Et à ce moment-là, être désirée voulait dire que j'avais de la valeur. Parce que vraiment, pendant très longtemps, ma valeur était uniquement... Enfin, je la plaçais, moi, uniquement dans le regard des hommes. Et t'es restée longtemps avec cet amoureux ? Je suis restée 6 mois. Pas longtemps, mais pour un amour de quand t'as 15 ans, ça va. C'est une petite relation sympa, quoi. C'est long pour quand t'as 15 ans, en vrai. C'est presque une année scolaire. Pourtant, pour moi, c'était l'homme de ma vie. On finirait nos vies ensemble. Il était vraiment con, en plus. Du jour au lendemain, il m'a larguée, mais comme une merde, alors que ça faisait 3 ans qu'il me courait après avant qu'on se mette ensemble, pour retourner avec son ex. Enfin, oh. Et après, il m'a insulté en rue, il a monté les autres contre moi. Horrible! Évidemment, qui est revenu après des années pour s'excuser? Lui, bien sûr! Ils reviennent tous. Tous, sans exception. Quelle tâche. Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui t'ont marqué à part celle-ci ? Oui, il y a des histoires avec des hommes qui m'ont marqué. Pour le coup, celles qui me viennent en tête en parlant de marquer vraiment profondément, c'est des histoires pas faciles. C'est des histoires de violence morale, de pervers narcissiques, etc., etc. Mais sinon, j'ai bien sûr eu des chouettes histoires parce que, vu que je suis vraiment une amoureuse de l'amour, au moindre petit sentiment que je commence à avoir pour quelqu'un, je suis quelqu'un qui se projette beaucoup, qui est capable de tout donner pour l'autre. Et donc, j'ai vécu des chouettes moments. Par contre, vraiment... Je vouais ma vie à l'idée d'être désirée par les hommes. Quand je réfléchis aux hommes avec qui j'ai couché entre mes 16 et 20 ans, mais honnêtement, la majorité, j'en avais pas vraiment envie. J'étais utilisée, j'étais même pas respectée la plupart du temps. Je le faisais pas par désir profond, mais je le faisais parce que coucher avec eux voulait dire que je méritais juste de l'intérêt. Et de l'intérêt voulait dire que j'avais une valeur, ouais.
Ouais, tu te sentais d'un coup comme toutes les autres nanas au même rang qu'elle parce que en fait, toi aussi, t'avais une vie sexuelle et toi aussi des hommes te regardaient, quoi. Et puis il y avait une hypersexualisation des femmes grosses. À l'époque, j'en avais pas conscience que c'était déjà le cas en fait. Du genre, les grosses c'est des cochonnes, je vais pouvoir m'amuser avec toi au lit. Et aussi les grosses elles sucent bien. Ouais. Et encore aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui pensent que grosse égale cochonne. Mais déjà, ça veut dire quoi, cochonne? Et 2, mais c'est l'office des hommes qui savent pas où est le clito qui disent ça, hein, franchement. Et c'est dans le cadre de relations dysfonctionnelles comme ça que t'as subi des violences? Non, je pense notamment à mon dernier copain, c'était il y a 5 ans. Ouais, bientôt 5 ans que je suis célibataire, waouh. Je suis restée 1 an et demi avec lui, et en fait, il est arrivé un moment de ma vie où j'étais vraiment au plus bas en termes d'estime de moi. Et je pense qu'il a réussi à ce moment-là à capter cette faiblesse-là, à me choper dans son piège. Parce que ce qui est fou, c'est que je me souviens qu'il me plaisait même pas. Je me rappelle la première nuit que j'ai passée chez lui, la première fois qu'on a couché ensemble, le lendemain matin, il m'a dégoûtée. Vraiment, j'ai ressenti du dégoût envers sa personne physiquement. Mais c'est fou de ressentir ça pour quelqu'un. Et quand même te dire, ça y est, c'est avec lui que je suis, on est un couple et je vais me mettre avec lui. C'est qu'à ce moment-là, vraiment, t'as tellement peu d'estime pour toi que tu te dis que non seulement tu fais pas confiance à ton instinct, à ton opinion, et en plus, tu penses pas mériter mieux, parce que tu penses juste mériter quelqu'un qui te donne de l'intérêt. Peu importe qui il est, physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu disais que t'étais célibataire depuis 5 ans maintenant. Comment tu le vis? D'abord, je l'ai vécu très bien, parce que c'était une libération de cette relation qui était vraiment nocive, toxique, tout ce que tu veux. Et en fait, pendant 2 ans, j'ai été incapable de me laisser approcher par un homme. Donc pendant 2 ans, c'était je peux pas me faire draguer, je peux pas coucher, je peux pas embrasser. Je n'ai aucun contact d'intimité avec un homme. Parce qu'en plus, avec mon ex, j'ai développé des problèmes gynécologiques. Donc vu que je somatise, j'ai aussi somatisé à ce niveau-là. J'avais jamais eu de problème de douleur au moment des rapports. Et à l'instant où j'ai commencé à coucher avec lui, dès la première fois, j'avais des brûlures et des douleurs vraiment intenses au moment de la pénétration. Et donc au début, je me disais, c'est genre des mycoses, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport. Puis tu fais le traitement pour la mycose, ça change pas. Puis tu changes, t'en fais un deuxième, ça change pas, ça n'évolue pas. Puis j'ai été voir une gynéco spécialisée dans la dyspareunie, donc les douleurs justement de la vulve et du vagin. Elle m'a dit du coup que c'était une vestibulodynie, donc c'est une douleur à l'endroit du vestibule, donc les quelques premiers centimètres de l'entrée du vagin. Et donc moi au début j'étais juste en mode ah oui voilà, ça m'arrive, ça n'a rien à voir avec lui. Et en fait j'ai été suivie pendant 3 ans par un kiné du périnée pour faire de la rééducation. Et pendant toute l'année où j'étais avec mon ex, rien n'a changé. Alors je le voyais le kiné toutes les semaines. À l'instant où j'ai arrêté l'histoire avec mon ex, il y a eu une évolution. Alors aujourd'hui, je subis encore ces douleurs et j'en suis pas encore remise, donc ça fait entre 5 et 6 ans que je le vis. Mais il y a une évolution qui est clairement liée à mon état psychologique, qui est clairement liée au respect que j'ai de moi-même qui évolue. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand je me suis mise avec lui, mon corps me le rejetait lui parce que je me respectais pas. Et c'est là, depuis, je dirais, 1 an que je vois le plus d'évolution, parce que ça fait 1 an que j'apprends doucement à respecter mes envies, mes besoins, à imposer mes limites, et depuis ce moment-là que je vois une différence, quoi. Donc le célibat, comment je le vis, je l'ai d'abord très bien vécu. Et puis après, je dirais que ça fait 2 ans que je le vis pas trop bien, parce que je suis une romantique, je suis une amoureuse de l'amour, je crois encore au fait de trouver sa personne. Je crois pas aux âmes sœurs, genre les personnes qui disent j'ai trouvé ma moitié, parce que pour moi t'es pas la moitié d'un tout, tu es un tout et tu décides d'aller avec un autre tout. Mais j'ai tellement cette envie de construire quelque chose, d'avoir une belle histoire avec quelqu'un avec qui on peut passer des années ensemble à décider de partager nos vies. Je le vis pas ouf, quoi. C'est pas la chose la plus confortable de la Terre. Mais il y a des aspects du célibat qui sont incroyables, par contre. Vraiment, la liberté, oh là là, tu dois rendre compte à personne, c'est génial. Parmi ce que tu trouves pas ouf, est-ce que c'est aussi tout ce qui est les nouvelles rencontres et le dating aujourd'hui? Le dating aujourd'hui, pour moi, c'est l'enfer. Je me suis inscrite sur les applications de rencontres il y a un peu plus de 2 ans. Oh là là, mais vraiment, quand on parle de tinderisation du dating, c'est vraiment ça, c'est que on n'essaie plus de te séduire, on te consomme. Et moi, ce que je trouve le plus difficile aujourd'hui, c'est le ghosting. Et pour moi, il y a différents niveaux de ghosting. Genre, tu commences à parler avec quelqu'un, la conversation est pas ouf. Tu vas pas faire une grande déclaration en disant bon, c'était très chouette ces 3 jours, on a échangé 4 messages, mais non, bien sûr, tu ghostes, voilà, c'est pas grave. Moi, le ghosting qui me blesse, c'est quand quelqu'un, en l'occurrence un homme, me fait rêver, me dit à quel point je suis la 8e merveille du monde, à quel point il a envie de me montrer que je suis spéciale, que je suis incroyable, qu'il a envie de moi en tant que personne, et du jour au lendemain, il disparaît. Et je l'ai vécu dans des conditions hardcore. Il y a un gars, ça faisait plusieurs fois qu'on s'était vus,
Lui insistait à fond pour qu'on accélère les choses, il parlait de moi à sa famille, etc. Genre vraiment, il était plus impliqué que moi là-dedans. Et ça a été hyper violent parce que on devait se rejoindre le soir et toute la journée, il me dit « j'ai trop hâte d'être dans tes bras, des trucs trop mignons ». 20 minutes avant de soi-disant démarrer, il m'envoie une photo de lui en disant qu'il arrive, etc. Puis il m'envoie un message en disant « je démarre ». Il était à 10 minutes de chez moi en voiture. Il est jamais arrivé. Il m'a laissé croire qu'il était mort pendant 3 jours. Parce que moi, du coup, je me dis « ok, il a bu de l'alcool, il est en voiture, il s'est craché, il est à l'hôpital, ou il est mort, ou il se passe quelque chose. Mais vu que ça fait pas longtemps qu'on se date, sa famille sait pas que j'existe, donc je saurai jamais. Donc je m'inquiète, j'envoie des messages, j'essaie de l'appeler, il répond pas. Le lendemain, j'essaie de renvoyer un message, de le rappeler, il répond pas. Et en fait, après 3 jours, j'ai réussi à trouver sa sœur sur Insta en envoyant un message, en disant « écoute, je sais que c'est bizarre, on se connaît pas. J'étais censée voir... je vais dire un autre prénom. J'étais censée voir machin lundi soir à 22h. À 21h50, il m'a dit « j'arrive ». Il est jamais arrivé. Depuis, j'ai pas de nouvelles. Je veux juste savoir est-ce qu'il va bien. 2 minutes après, il m'a bloqué de partout. Numéro, WhatsApp, Insta, tout. Et donc, je ne saurais jamais ce qui s'est passé. Mais ça, pour moi, c'est du ghosting hyper violent. Parce qu'il voyait mes messages, je lui disais « est-ce que tu vas bien ? Est-ce que t'es vivant ?» Il a vu ces messages et il m'a laissé croire qu'il était mort, le gars. C'est un fou. Ok, c'est la pire histoire de ghosting que j'ai jamais entendue. C'est cadeau. Mais pour moi, en plus, les ghosters sont toujours les meilleurs love bombers. Le love bombing, c'est quand on t'envoie un maximum d'amour, de promesses, de rêves, de compliments très très forts, très intenses dès le début. Et souvent, quand t'as un manque de confiance en toi, peu importe la raison, peu importe la forme, tu tombes dedans. Et moi, je sais que je suis, ou en tout cas, j'ose espérer que j'étais, très sensible au love bombing. Et donc, clairement, moi, j'étais cette meuf qui croit ce qu'on me dit. Pourquoi je le croirais pas ? Si moi, je suis honnête, pourquoi lui, il l'est pas ? Parce que c'est un con. Et parce qu'il va me ghoster. La la la. Mais en plus, t'as un truc où tu te dis, moi, je suis sur les applis et moi, je suis une meuf bien et je suis une meuf sympa et tout et tout. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des gens comme moi sur les applis ? Donc, il y a aussi une part de on y croit et on espère le mieux parce que on s'attend à rencontrer des personnes chouettes. Et en plus, effectivement, c'est tout à fait probable parce qu'il y a nous, il y a nos potes, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, toutes mes potes meufs rencontrent des connards et genre tous mes potes mecs tombent sur des grosses chouins. Je suis vraiment en mode genre, je comprends pas. Probablement qu'il y a un problème de discours entre les deux, tu vois. Mais encore là, on parle dans le cas où il y a quand même un début de relation avec le gars. Mais alors, il y a des violences. Moi, sur les applis, je pourrais faire une liste des messages que j'ai reçus. La plupart disent pas bonjour, il n'y a pas de prise de connaissance. Le premier mot qu'on t'envoie, c'est une agression sexuelle, quoi, pratiquement. Le pire que j'ai reçu, c'est « je vais te remplir par tous les trous ». Oh, mais c'est pas possible. Premier message, pas de bonjour, rien. Et je n'ai rien demandé à ce moment-là. C'est envahir mon intimité, ma zone de confort. C'est pas ok, c'est une agression. Le nombre de fois où j'ai reçu des gars qui disaient « sit on my face », donc assieds-toi sur mon visage. Le nombre de fois où on me demande le prénom des jumelles, mes seins. Mais c'est toujours la première approche, c'est ça, quoi. Et vraiment, c'est fatigant. Et le nombre de gars qui font des remarques sexuelles, des agressions verbales à ce niveau-là, mais liées au fait que tu sois grosse, c'est oh, ça se voit que t'es une cochonne, toi. Tu sais qu'il dirait pas ça à n'importe qui. Tu sais qu'il dit ça parce que t'es grosse. Les gars qui disent j'adore tes formes. Vraiment, c'est fatigant. J'en suis arrivée à un moment où, après un peu moins de 2 ans, je crois, j'ai eu un rejet total des applications. Même s'il y a clairement une addiction à un moment aux applications et où tu finis par revenir, parce qu'il y a quand même de la dopamine qui est liée au like et au fait que tu reçois des compliments constamment. Mais je me souviens d'une séance chez ma psy où je lui ai dit je ne supporte plus qu'on me fasse de compliments sur mon corps. Je ne supporte plus ça, parce que même les gars qui sont juste gentils, qui veulent juste me dire « oh, t'es super sexy, machin, dans mes stories ou quoi », quand je poste des photos en lingerie, même ça, je ne supporte plus, tellement on m'hypersexualise constamment, quoi. C'est surtout qu'en fait, peu importe que ce soit pour te dire un compliment ou pas, c'est qu'en fait, t'es toujours ramené à ça, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. Et sur les applications de dating, tu te dis « mais qu'est-ce que tu fous là ?» Après les 2 ans après mon ex où j'ai pas été capable de voir d'hommes, j'ai eu une période, de quelques mois, où j'ai besoin, au contraire, de voir beaucoup d'hommes, d'avoir plusieurs références sexuelles, etc., pour me réapproprier mon corps à ce niveau-là. Je me souviens que l'une des questions que je posais systématiquement, c'était « est-ce que t'as déjà couché avec une grosse ?» Parce que je ne serais pas la première, parce que c'est hors de question que je sois une expérience, une aventure, un fantasme, un fétichisme, c'est hors de question. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a énormément d'hommes qui ont des fantasmes sexuels sur les femmes grosses, mais qui ne se montreraient jamais en public au bras d'une femme grosse, et qui vont ensuite épouser une femme mince, quoi. Ça non, tu me veux moi dans mon entièreté et t'es fière d'être avec moi parce que tu sais que c'est un privilège ou pas en fait. Et qu'est-ce que t'attendais comme réponse à « est-ce que t'as déjà couché avec une femme grosse ?» Si c'était pas un oui, c'était non pour moi. Tu craignais pas du coup que justement ce soit un truc de fétichisation et qu'il ne couche qu'avec des femmes grosses et que non, parce que ça menait à une conversation justement de... C'est dans la discussion que t'arrives à cerner la différence entre goût personnel et fétichisme, je trouve. Mais clairement, il faut une discussion pour moi.
À ce moment-là, c'était hors de question que je me laisse approcher par un gars qui soit en mode non, j'ai toujours couché avec des femmes minces, pourquoi ? Ça sera pas moi, frère. Désolé, mais tu vas trouver une autre. C'était une façon de te protéger aussi. C'est pas forcément toujours une mauvaise chose que de mettre beaucoup de barrières. Je me dis, des fois, les gens qui valent la peine, ils attendent ou ils savent enlever les couches de protection que t'as mis parce que tu t'es fait un peu blesser avant, quoi. C'est un gros travail à faire, ça. Réussir à imposer ses limites, waouh. Je l'apprends que maintenant, moi. Et j'ai bientôt 29 ans, donc franchement, c'est un apprentissage vraiment... surtout pour les femmes, je pense. Imposer ses limites, quand t'es une femme, on te l'apprend pas, hein. Au contraire, on t'apprend à dire oui, amen à tout, même si t'en as pas envie. Ce qui est triste là-dedans, des fois, c'est que finalement, les gens qui mettent le plus de limites et qui sont le plus sûrs d'eux, on les franchit pas leurs limites à eux. Les gens ne t'emmerdent plus. Alors que quand t'es encore un peu fragile, que c'est un peu flou et que tu laisses les gens franchir quelques limites que tu t'étais mises et qu'ils auraient pas dû dépasser, et c'est là où, en général, après, ça part et ton estime de toi, elle part et en fait, la relation, elle part en cacahuète parce qu'en fait, il n'y a pas eu cette confiance en toi qui a mis fin à... Une forme de maltraitance. Ouais, à une forme de maltraitance, exactement. C'est clairement une question d'énergie. On parle beaucoup de manifestation, d'énergie, de le positif attire le positif. Alors dit comme ça, c'est des concepts un peu abstraits. Mais en réalité, quand tu t'y intéresses vraiment, tu te rends compte que c'est le cas parce que je viens de commencer la méditation. Je me rends compte d'à quel point j'y croyais pas avant. Mais une fois que tu t'y mets vraiment, tu comprends ce que ça veut dire. C'est pas juste l'idée qu'on a d'être assis en tailleur, les mains sur les genoux et mettre un derrière toi et commencer à dire des phrases positives. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau neurosciences. Ton cerveau change littéralement à force de répéter des choses positives. Et moi, je le ressens là maintenant en ayant commencé. T'as beaucoup de croyances limitantes dont t'as même pas conscience, et ça se répercute aussi sur tes relations, bien sûr. Donc si tu ne crois pas profondément mériter ce que t'as envie d'avoir, tu n'attireras que le contraire, quoi. Et donc moi je pense que, sans m'en rendre compte, pendant très longtemps, j'ai attiré ce que je pensais mériter. Et ce que je pensais mériter, c'était de la merde, littéralement. Donc j'ai eu de la merde. Et du coup, aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps ? Mieux, mais c'est complexe. La majorité du temps, je suis OK avec mon corps. Parfois, je l'aime bien. Et parfois, je le déteste. J'appelle ça des moments de rechute, comme ça. Où je me dis, la vie serait plus simple si j'étais mince. Et je le pense, la vie serait plus simple, mais pas pour moi, à cause des autres. La grossophobie, je trouve que c'est l'une des discriminations dont on a le moins conscience d'à quel point c'est partout. C'est dans tous les cercles, dans toutes les strates sociales, dans tous les milieux, dans tous les pays, etc. De manière générale, il y a une grossophobie, quoi qu'il arrive. Surtout dans notre société à nous, occidentale. Et ça se répercute à tous les niveaux. Par exemple, des détails. Là, on est assis en tailleur. Il y a des personnes qui sont grosses qui ne pourraient pas s'asseoir en tailleur au sol. Moi, je me rends toujours compte que quand je vais au cinéma, mes fesses rentrent tout juste dans le siège. Et à chaque fois, je me dis, ok, j'ai des copines qui ne rentreraient pas dans ce siège. Tu prends l'avion, le premier rang, souvent, les tablettes, elles sont pas devant toi, elles sont entre les sièges. Ce qui fait que t'as pas d'accoudoir. Donc quand c'est pas des accoudoirs, c'est des accoudoirs pleins. Et vu que c'est plein, tes fesses peuvent pas dépasser sur le côté. J'ai dû un moment, dans l'avion, demander à l'hôtesse de l'air de me changer de siège parce que j'allais pas passer 10 heures coincée dans une boîte. C'est toutes des choses auxquelles on pense pas, et là je parle d'accessibilité, des choses qu'on peut éventuellement éviter dans la vie quotidienne, mais il y a une vraie grossophobie systémique. Et donc clairement, être grosse, ça n'a aucun avantage. C'est pour ça que ça me rend folle quand on me dit que, par exemple en tant que femme grosse qui parle de body positivisme, etc. sur les réseaux, j'encourage à l'obésité. Personne n'encourage l'obésité parce que personne n'est content d'être obèse. On décide de l'accepter, on décide d'aimer son corps, on décide de se battre pour qu'il y ait moins de discrimination et de violence envers les femmes grosses ou envers les personnes grosses tout court. Mais par contre, de les représenter juste et de montrer qu'elles sont là et qu'elles existent. Exactement. Et qu'elles sont heureuses. Parce qu'on existe, on est là et on a le droit d'exister autant que les personnes minces. Mais par contre, personne ne s'est dit un jour « J'ai trop envie d'être grosse. Être obèse, oh ma vie, oh c'est génial. » Personne en fait. Et je parle même pas de santé, parce que toujours on nous ramène ça à la santé, comme si les gens qui parlent aux personnes grosses de leur santé disaient la même chose aux personnes qui fument, qui boivent de l'alcool, qui se droguent, peu importe. Mais c'est un autre sujet, là. Au-delà de ça, il y a des personnes grosses en bonne santé. Enfin, je veux dire... La majorité, hein. Je trouve que c'est même pas mettre au même stade que la clope, l'alcool, la drogue en réalité. Mais on prend cet exemple-là parce que c'est le plus facile, c'est plus logique pour essayer de choquer la personne en face qui te fait une remarque. Mais la majorité des personnes grosses sont en très bonne santé. Moi, je sais que, de manière générale, je suis plutôt en bonne santé. Et les seuls problèmes de santé que j'ai ne sont pas liés à mon poids. Et au contraire, ils sont à la source des prises de poids. Est-ce que tu te montres nue facilement ? Nue, non.
Enfin, ça dépend du contexte. Dans l'intimité avec un homme, oui. Mais sinon, jusqu'à il y a très peu de temps, je me mettais dos au miroir quand je me déshabillais pour prendre ma douche. Je ne me regardais jamais nue dans un miroir. J'étais incapable de ça. J'ai commencé à accepter de me voir en lingerie il y a bientôt 3 ans, je crois. Parce qu'en fait, j'ai toujours adoré la lingerie. J'ai toujours trouvé ça magnifique. Et je pense que j'avais un rêve un petit peu inavoué et dans ma tête inaccessible de faire du modeling lingerie. Je me souviens m'être dit, 2022, c'est l'année à laquelle j'ose. Cette année, je pose en lingerie. Une semaine après, j'avais un mail de Savage X Fenty, donc la marque de lingerie de Rihanna, qui est justement très inclusive, qui me contactait pour que je devienne ambassadrice. Et j'étais juste en mode, waouh, c'est incroyable ce signe. C'est incroyable de recevoir des ensembles de lingerie. J'en reçois gratuitement tous les mois, je fais des photos, etc. Et ça m'a aidé à passer un cap, mais gigantesque par rapport à l'image que j'ai de moi et de mon corps. Maintenant, j'arrive, je pense, à donner de l'amour à mon corps sans avoir besoin de l'hyper-exposer. Mais pendant 2 ans, ça m'a fait énormément de bien de l'hyper-exposer, de montrer en très petite tenue, de montrer un aspect très très sexy, sensuel de mon corps à travers les photos en lingerie. Donc c'était devenu un prétexte, je pense, pour moi, au-delà du partenariat en lui-même. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de voir l'impact que ça avait sur d'autres femmes. Le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est quand je reçois des messages de femmes, souvent l'été, qui me disent merci parce que grâce à toi, j'ai réussi à. Et c'est souvent, j'ai réussi à mettre un bikini pour la première fois. J'ai réussi à faire des photos boudoir pour mon mari. C'est juste des femmes qui arrivent, à force de voir des femmes qui ressemblent sur les réseaux s'exposer en petite tenue, en lingerie. C'est des femmes qui arrivent à le faire pour elles-mêmes parce qu'elles arrivent à se trouver autant belles qu'elles me trouvent belle à ce moment-là. C'est incroyable de me dire que j'ai cet impact-là sur certaines femmes, autant que des modèles ont eu cet impact-là sur moi. La première fois que j'ai commencé à me dire que j'avais aussi le droit de me trouver belle, c'est parce qu'il y a quelques années, il y a certains mannequins à grande taille qui ont commencé à être visibles sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et je cherchais quelqu'un qui avait la même morphologie que moi. Et la première fois que j'ai vu une femme grosse et que je me suis dit « Waouh, elle est vraiment belle », je me suis dit « Pourquoi je peux penser ça d'elle ?» Et je suis incapable de penser 1/10 de ça par rapport à moi. Moi, le seul reproche que je peux faire aujourd'hui aux mannequins grande taille, c'est que je trouve que ce qu'on représente encore une fois dans le mannequinat, c'est encore beaucoup des stéréotypes de femmes minces sur un corps, entre guillemets, plus gros. C'est-à-dire qu'elles ont toujours le visage extrêmement dessiné, des petites mains. La mâchoire hyper bien. C'est ça, et en fait, c'est limite, tu mettrais leur tête sur un 36 que, en fait, ce serait pareil. Et je trouve ça dommage parce que ça représente pas du tout non plus toutes les femmes grosses et qu'il y a plein de femmes grosses qui ne ressemblent pas à ça et qui sont très belles aussi et qu'on ne voit pas. Et en fait, ça me manque cette représentation-là aussi. C'est pour ça que je parle de modèles sur Instagram et pas de mannequins, je veux dire, dont c'est le métier. Parce que clairement, on l'a vu notamment cette année, les derniers défilés de mode à la Fashion Week. Je sais plus quel est le pourcentage, mais c'est rien du tout le nombre de mannequins grande taille qui sont présents. Et en plus, dans les agences de mannequinat, quand t'es grande taille, il faut un ventre plat, il faut pas de vergeture, il faut pas de cellulite, il faut avoir un visage fin et dessiné, il faut avoir de la poitrine et des fesses, mais il faut avoir des bras fins. Il y a vraiment des critères qui sont les mêmes, en gros, pour les mannequins minces, mais qui sont juste légèrement plus larges. Et surtout, même sur les sites de boutiques en ligne, quand tu vois des mannequins grande taille, c'est grande taille, c'est du 44, hein. On va pas au-dessus. Moi, je fais un 46-48, je dépasse déjà les standards des grandes tailles, quoi. C'est quand que tu te sens le plus à l'aise avec ton corps ? Waouh, c'est marrant, la réponse qui me vient en tête, c'est celle que j'ai pas du tout envie de dire. Mais en fait, encore aujourd'hui, je pense que c'est quand j'ai un moment intime avec quelqu'un que j'apprécie vraiment. Pourquoi j'ai pas envie que ça soit ça la réponse ? C'est parce que du coup, c'est lié à un homme. Mais je pense que c'est pas lié au regard qu'a l'homme sur moi, mais c'est plutôt comment je me sens physiquement avec l'autre personne. Et sinon, la deuxième qui me vient, c'est vraiment justement quand... notamment en lingerie, parce que la démarche de se mettre en lingerie, c'est mettre quelque chose, j'allais dire pour t'embellir, mais c'est pas vraiment le terme, c'est juste j'adore me maquiller, j'adore me coiffer, quand je me maquille, quand je me coiffe, c'est la même chose que quand je mets de la belle lingerie. C'est quelque chose dans lequel je me sens bien. Et je pense que c'est dans ces moments-là que j'aime le plus mon corps. Pour l'instant, c'est encore beaucoup lié à un aspect sensuel, voire sexuel. Je pense que ça va évoluer, mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça, ouais. Tu disais que ta sexualité était beaucoup liée au regard des autres et à leurs envies. Est-ce que tu sais à partir de quand ça a commencé à être à propos de toi ? Ça fait quelques années, et encore une fois grâce à Instagram, il y a beaucoup de comptes sur la sexualité qui sont nés, et beaucoup qui justement parlaient pour la première fois non seulement du vrai consentement, mais en plus de ça, du plaisir féminin. J'ai toujours eu conscience de ce que j'aimais ressentir au niveau de ma sexualité, parce que
via notamment la découverte de son corps, la masturbation. Je pense que c'est comme ça que tu arrives à discerner ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, qu'on te fasse et que tu te fasses aussi. Mais le moment où j'ai vraiment appris à penser à mon plaisir, c'est via Instagram, parce que c'est des comptes qui en parlaient de manière très décomplexée. On dédramatise, on décomplexe, on démocratise. Je pense notamment à Jouissance Club. J'ai acheté le bouquin, j'avais lu le compte et je trouvais ça génial que ça soit aussi brut de décoffrage, quoi. Vraiment, on te montre les images, on t'explique clairement la technique, on t'explique ce que ça peut te faire ressentir ou pas, ce que tu peux faire à ton partenaire ou pas. J'adore, je trouve ça génial. Ce genre de compte-là est vraiment important. Je pense aussi à Je m'emballe clito. Vous l'avez reçu, je crois, non ? Les deux. Ah ouais, Bah voilà, incroyable. En fait, rien que le nom de son compte est hyper équivoque. Et à partir du moment où tu parles du clitoris, je pense que tu permets aux femmes de penser à leur propre plaisir, ouais. Ce serait quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe ? En fait, la réponse a changé en fonction des périodes. J'ai eu des périodes où j'avais besoin d'enchaîner des partenaires, de vraiment avoir des rapports sexuels avec différentes personnes, etc. Ce que je recherchais, c'était me reconnecter à mon corps, ressentir mon corps, réussir à me prouver à moi-même que je ressentais plus de douleur, par exemple, etc. Ce que je veux ressentir, c'est la connexion à l'autre, ouais. Quand t'es en couple, est-ce que le sexe est important pour toi ? Ouais, pour moi, c'est l'un des piliers d'un couple épanoui. Parce que vraiment, moi, je pense qu'il y a une connexion qui passe aussi par la connexion du corps. Et en plus, il y a une question de confiance en l'autre quand t'as un rapport avec la personne que t'aimes, ou la personne, en tout cas, pour laquelle t'as des sentiments. Pour moi, c'est impossible d'imaginer, par exemple, vraiment une relation sérieuse, pérenne, avec quelqu'un qui a une vision de la sexualité, ou même, par exemple, une libido tellement différente de la mienne, quoi. C'est quoi pour toi l'amour ? L'amour, c'est les paillettes dans les yeux, les papillons dans le ventre, le sourire. Après, l'amour avec un grand A, pour moi, c'est l'amour au sens large. C'est l'amour que je porte à mes proches, à ma famille. On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes les plus proches de nous. Donc pour moi, c'est ça aussi, l'amour. Mais si je pense à l'amour amoureux, clairement, pour moi, c'est la confiance, la connexion. Vraiment, ce qui me vient, c'est la connexion. C'est ce moment où tu cliques tellement avec quelqu'un, t'as l'impression de le connaître depuis toujours, et que tu peux vraiment lui raconter toute ta vie sans avoir aucun jugement. C'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu nous raconter tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? Le harcèlement que j'ai subi quand j'avais 5 ans a eu un impact sur ma vie sexuelle, même à 28. Non seulement c'est un message évidemment de sensibilisation, mais c'est aussi un message, je pense, d'espoir. Toutes les personnes qui ont du mal avec leur corps, qui ont subi du harcèlement, peu importe, c'est leur montrer que tu peux avoir vécu une vie de harcèlement par rapport à ton corps, tu peux l'avoir détesté pendant plein d'années, tu peux te passer comme moi par des périodes où tu ne vivais ton rapport à ton corps qu'à travers la sexualité et à travers le désir d'homme. Donc ta valeur n'était que dans les yeux de l'autre. Mais un jour, tu peux réussir à faire la paix avec ton corps et à te dire qu'en fait, t'es trop fraîche, t'es trop bonne. Et tu l'es pour toi et tu l'es pas grâce aux autres, quoi. Merci 1000 fois pour votre écoute et surtout pour la confiance que vous nous accordez depuis toutes ces années. Si notre émission existe toujours et reste indépendante, c'est uniquement grâce à votre soutien et à vos commandes sur notre boutique entrenoslèvres.fr. D'ailleurs, pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Maintenant, on est même sur TikTok. Et découvrir nos soins sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. On y raconte plein de trucs chouettes. On dévoile nos coulisses, on vous livre tous nos conseils et on partage même tout plein de recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à bientôt.